Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons le grand cinéaste Jean-Pierre Bekolo qui est actuellement en tournée aux États-Unis. Jean-Pierre Bekolo, d'origine camerounaise, qui vit actuellement au Cameroun, même s'il a fait beaucoup de différentes demeures en France, aux États-Unis et au Cameroun. Je parlais de son actualité cinématographique. Il participe à différentes projections, sur des discussions sur ses différentes œuvres, notamment bien sûr Nous les Noirs. Monsieur Bekolo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous avez déjà entamé cette tournée, hein? Oui, ça a commencé pour le Black History Month, c'était à New York. C'était une rétrospective donc, de tous mes films à l'Alliance française de New York. Bon, j'y étais pas, mais les films y étaient. Avec des discussions, j'ai suivi un peu de loin. Et puis après ça, je suis venu à Harvard, donc, où j'y suis toujours un peu, plus ou moins, puisque je suis un fellow. Et j'ai eu ce prix qui s'appelle Macmillan Stewart Fellowship in Distinguished Filmmaking. Donc, merci. Et donc, les projections continuent là-bas jusqu'à la fin du mois d'avril. Là, le film qu'ils vont projeter d'ailleurs, je crois, dans quelques jours, c'est Les choses et les mots de Mudimbe. C'est mon film documentaire de 4 heures sur le professeur Mudimbe. Ils le montrent en 2 parties. Ils vont remontrer Aristotle's Plot, le complot d'Aristote, ce film qui a été fait pour les 100 ans du cinéma. Et je crois qu'ils ont déjà montré Nous les Noirs, Quartier Mozart aussi. J'y étais d'ailleurs. Donc juste pour dire que après Harvard, donc qui continue un peu. Là, je vais être à Rochester le 9 et 10, à l'université de Rochester. Et puis après ça, c'est MIT le 17. Et après MIT. Justement, en parlant de MIT, désolé, je voulais bien insister sur le fait que alors MIT, vous y serez pour un séminaire intitulé « Le pouvoir de transformation du cinéma afro-futuriste ». C'est un genre que j'aime beaucoup. Généralement, on pense à l'afro-futuriste on pense science-fiction, mais ce n'est pas de cette manière que vous le couvrez. On pense un peu à la Wakanda. Vous l'approchez d'une autre manière. Comment pensez-vous que votre style, ce style, puisse contribuer au cinéma? D'abord, il y a, je crois, le titre de la rétrospective de New York. Ils appelaient ça The World of Jean-Pierre Bekolo, African Futurism. Ils n'ont pas dit afro-futuriste, ils ont dit African Futurism. Donc, ce qui était une façon peut-être de se démarquer de ce qu'on dit de l'afrofuturisme en général. Mais je pense qu'il faut rendre les choses assez simples. Il ne faut pas être dans la mode ou dans le genre. Moi, ce n'est pas du tout de cette manière-là. Je pense que on dit toujours que l'Afrique est un continent d'avenir. Mais on cherche les supports qui montrent que l'Afrique est un continent d'avenir. On ne voit pas. Il y a un avenir pour les commerçants qui veulent vendre des produits à un marché plus large, c'est tout. Mais quand on arrive au cinéma, à mon avis, c'est la spéculation. On dit the what if question. Poser la question, and what if? Et si? Et si? Et c'est à partir du moment que s'ouvre donc du coup tout ce qu'on peut imaginer pour l'Afrique. Donc moi, j'aborde l'afrofuturisme ou l'African futurism avec the what if question, la question du what if. Et si? Parce vous partez d'où pour arriver où? Justement, c'est-à-dire que nous avons cette Afrique que nous connaissons, et puis on ose donc aller là où on n'est pas. C'est-à-dire que, et si l'Afrique devenait, et si nous faisions ceci, et si, voilà. Donc, je crois que c'est cette liberté de se poser des questions et d'aller là où on peut aller qui me permet, moi, de travailler sur ce que j'appelle l'afrofuturisme. Alors, on continue, parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important, justement, pour cette Afrique. Alors, dans l'afrofuturisme, qu'est-ce que l'on peut voir concrètement dans votre système de pensée, disons? Bon, le film, on a un court-métrage qu'on a fait sur un collectif, d'ailleurs, qui s'appelle aussi Fumen's Wakanda, qu'on a fait il y a, je crois, 1 an ou 2 ans. C'était la sortie du Roi Bamoun. C'est un film qui doit durer 7 ou 8 minutes. C'est la sortie du Roi Bamoun. Mais cette sortie est filmée
il n'y a pas de commentaire. Ce qu'on voit dans la même image, c'est que le passé, le présent et le futur. Donc on voit le roi lui-même habillé d'une certaine manière, des gens avec des feuilles sur la tête, avec des masques. On voit, il est le futur roi, puisque c'est la première fois qu'on découvre qui est le roi, d'une tradition millénaire, c'est séculaire, parce que le royaume Bamboun existe depuis des siècles. Et en même temps, il y a des téléphones portables qui sortent. Donc, tout ça se mélange. Il y a une image, quelqu'un avec une télé, sans écran, mais avec des feuilles. Ça ressemble à un rituel. J'ai beaucoup aimé cette image de la télé avec des feuilles rituelles un peu africains, de tradithérapeutes. Oui, il faut soigner la télé. Les guérisseurs doivent soigner la télé. Mais je trouvais que toutes ces images sont surréalistes, pour certains. Mais pour moi, elles concentrent un peu l'idée de cette Afrique qui peut être à la fois au présent, au passé et au futur. Je me demande si ce n'est pas lié aussi un peu à la mentalité, ce qu'on retrouve en Afrique, c'est-à-dire que les gens ne se projettent pas parce qu'ils ont toujours un peu cette idée de penser qu'ils sont sur un siège éjectable. C'est un peu ça l'instabilité en Afrique. Le lendemain, on n'y pense pas, c'est maintenant. C'est vrai. On vit, dans le livre, je parle le prisonnier de l'instant présent. Au Cameroun, il y a deux expressions. Là. Et l'autre expression, c'est finir avec moi. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui dit finir avec moi, demain n'existe pas. Et vivre sans demain, sans lendemain, c'est affreux, c'est même effrayant. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne pense pas à demain, quelque part vous devez fuir, parce que quelque part c'est une personne qui est prête à tout, parce que demain n'existe pas. Donc je pense que je ne sais pas à quoi c'est dû maintenant. C'est le désespoir, je ne sais pas exactement. Mais je pense que on ne peut pas se permettre de vivre au présent. Parce que les autres, eux, ils vous piègent avec le futur. C'est-à-dire qu'ils vous attendent au tournant, ils savent que vous allez faire le tournant. Et vous n'avez pas pensé au tournant parce que vous pensez là où vous êtes. Et je pense que quelque part, peut-être que c'est le rôle du cinéma, peut-être que c'est le rôle de la culture en général, mais je pense que il est important d'enlever l'Africain, j'appelle ça cet endroit où le blanc nous a laissés. Le blanc nous a laissés quelque part, mais on adore cet endroit. C'est même nous qui devenons les gardiens du temple. Vous imaginez, sans forcément tout remettre en cause, mais vous allez voir que tout le système éducatif du blanc est plus valorisé. On n'a jamais pensé qu'on pouvait éduquer les gens autrement. Mais nous sommes les meilleurs. En plus, quand un enfant bien étudié, a les bonnes notes à l'école du blanc, entre guillemets, on est très fiers. Le blanc enfant ne parle pas la langue, il ne sait rien de tout ce qui est africain. Bon. Pourtant, les ethnologues ont passé leur temps à écrire, à travailler sur... Tout à fait. Donc nous-mêmes, on ne va pas lire ça. On n'enseigne pas ça à nos enfants nous-mêmes. Pourtant, on a quand même des supports. Donc nous sommes à l'endroit où on nous a laissés. Et c'est ça l'enjeu. Comment quitter cet endroit et oser aller là où on ne nous attend pas surtout. Et c'est ça qui est assez grave parce qu'on est très prévisible. On nous attend quelque part. J'ai discuté avec justement un spécialiste de l'afrofuturisme hier. Et il disait que ce qui est le plus dur pour les Africains, et parlant en général, ce n'était pas de se libérer, c'est de maintenir la liberté. C'est comment conserver les acquis. Et c'est ça le plus dur. Oui, on peut avoir des sursauts comme ça où on dit on est des Africains et tout, mais on ne sait pas maintenir cette africanité-là. Mudimbe a écrit ce livre, The Invention of Africa. L'Afrique est une invention des Blancs. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Il en parle bien dans son livre et à la conférence de Berlin, quand on a inventé l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui à les frontières, il n'y a aucun Africain. Ouais. Et c'est cette Afrique, d'ailleurs on dit que les frontières sont intangibles. Donc cette Afrique, on l'a gardée, avec les noms d'ailleurs. On oublie que Niger veut dire, ou Nigeria veut dire nègre en fait, tout ça. Bon, juste pour dire que quelque part, c'est là où le blanc nous a laissés. Et Mudimbe aussi, il parle quand même de réinvention. Et ça, j'aime bien ça dans les projets afrofuturistes. C'est de dire que nous devons nous réinventer. On nous a inventé, c'est pas grave, c'est pas notre faute, mais au moins la réinvention est le projet. Ça va dire le projet de l'indépendance aussi, en fait.
C'est-à-dire que... Oui. Oui. Donc vous parlez de se réinventer, vous parlez aussi de transformation. En tant qu'artiste, comment on fait pour faire passer ce message? Quels sont les ingrédients dans le cinéma qu'il faut absolument pouvoir intégrer pour que justement ça puisse faire son effet? Bon, c'est pas la magie, hein. Je crois qu'il n'y a pas une recette miracle, hein. Ce que je pense, hein, c'est que vous avez dit le message. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'un message, parce que c'est de rentrer dans un processus de transformation. Peut-être que si vous vous mettez à marcher, peut-être que les gens vont vous suivre en marchant, peut-être qu'ils vont vous imiter. Le message, ce sera peut-être avec l'action. Votre comportement parle aussi. Donc, on dit le cinéma est comportemental. Vous savez, quand vous avez vu un film de kung-fu, vous croyez que vous pouvez vous battre. Hein? Pourtant, vous n'êtes pas entraîné. Hein? Donc, le cinéma a ça, cet effet, j'appelle ça le kung-fu effect. Donc, je voulais dire que quand on dit artiste et message, c'est le cinéaste, si tu veux, qui utilise son médium, sa magie, disons, pour pouvoir transformer la société. Évidemment que il faut que le film soit d'abord regardé, il faut le réussir parce que nous sommes aussi dans l'expérimentation. On ne réussit pas la première fois qu'on fait quelque chose de cette nature, mais pour moi c'est ça l'idéal. Qu'on travaille à inventer ce cinéma qui va évidemment nous aider quelque part à transformer la société. Moi j'ai étudié la physique, mais le cinéma, c'est tout ce que j'ai, c'est ça qui m'a appris à écrire. Vraiment, j'écris comme un cinéaste. Hein, donc je fais beaucoup de choses comme un cinéaste. Je ne suis pas ni sociologue, ni historien, ni journaliste, ni rien. Et je trouve que j'ai trouvé dedans, dans le cinéma, beaucoup de choses, depuis l'écriture du scénario, je suis aussi monteur au passage, jusqu'à la diffusion des films. D'ailleurs, dans l'Arkansas, j'avais, à la demande du doyen d'un Black History College, Philander Smith, il m'avait dit nous avons beaucoup de drop-out, beaucoup d'étudiants abandonnent. Est-ce que le cinéma ne peut pas faire quelque chose? Et à l'époque, j'avais conçu quelque chose que j'avais appelé auteur learning, c'est-à-dire l'enseignant ne faisait pas de cours. Il donnait la caméra aux étudiants qui le filmaient, qui l'interviewaient. Donc le cours était une interview. Et puis, si c'était un cours de biologie, par exemple, sur les calories, ils allaient aller peut-être au supermarché, filmer tout ce qui est écrit, toutes les écritures qui se retrouvent sur les étiquettes. Et puis, ils allaient peut-être filmer leur mère en train de faire la cuisine et tout ça. Et puis, ils allaient venir s'asseoir pour faire le montage. Le montage était un moment où d'abord, ils doivent regarder les images plusieurs fois. Donc, ils doivent intégrer ce que le prof a dit, puisqu'ils doivent couper. Bien sûr. Donc, le cours qu'ils n'auraient pas suivi en temps normal, en tant que monteur, ils vont l'entendre 100 fois. Parce qu'il doit repasser pour couper. Et puis, ils vont assembler les images et tout ça. Et puis, ils vont les diffuser. À la fin, ils sont interrogés comme tout le monde. L'idée était que, ce qu'on a dû découvrir, parce qu'après, je n'étais plus là, que l'enfant qui a fait le film a appris plus que celui qui a suivi le cours. Donc, ça vient aussi d'un concept qu'on appelle la construction, et contre l'instruction. L'instruction, qui est un modèle très français, on t'instruit, on te fusille de savoir. Alors la construction, c'est qu'on s'assoit pour aller construire le savoir ensemble, même si le prof est parmi vous et en sait un peu plus. Donc, c'est parfois un problème d'approche. Donc, les artistes, peut-être, ne sont pas forcément dans le modèle de la construction, ils sont peut-être dans le modèle de l'instruction, comme les littéraires, etc. Mais l'idéal, pour moi, je parle de l'idéal, ce serait éventuellement de voir en quoi le cinéma s'intègre dans ce modèle éducatif de la construction et pourrait permettre donc de transformer la société, surtout les jeunes. Je pense que c'est un système qui s'applique dans tous les domaines. Hein. C'est vraiment cette idée de contrôle aussi, au lieu d'absorber juste l'information. Vous êtes à présent de retour au Congo, au Cameroun, un pays qui est également francophone. Parlez-nous un peu de cette expérience. Nous sommes bilingues. Il ne faut pas vexer les anglophones, parce qu'en plus, il y a une crise actuellement entre les anglophones et les francophones. Mais bon, moi, je dirais plutôt entre le régime actuel et des séparatistes anglophones qui avaient des revendications, mais qui n'ont jamais été entendues. Bon, disons,
au Cameroun, disons, ce que je fais tous les jours ou toutes les semaines, c'est que j'écris. J'écris sur Facebook, j'ai un blog, et c'est ce que j'appelle entre autres le cinéma sans caméra. C'est-à-dire que je regarde la société, je la commente. Jean-Luc Godard, qui est un cinéaste, enfin on dit français maintenant, mais il était suisse au départ, parce que les Français l'ont récupéré, que j'aime beaucoup, il parle de la radiologie, du cinéaste comme radiologue. Il scanne la société. Il scanne la société pour montrer. Parce que le radiologue, que ce soit les rayons X, que ce soit le scanner, c'est pour voir. Bien sûr. Donc, moi, je me considère comme un cinéaste radiologue. C'est-à-dire que je scanne la société et j'écris des textes. Ça n'a pas besoin d'être des images. Ces textes-là, pour moi, font le diagnostic. Parce que c'est ce que fait le radiologue, le diagnostic. Et l'idée du diagnostic, c'est de montrer à tout le monde qu'il y a un problème ici. Le médecin qui regarde le scanner ou le rayon X, il voit qu'il y a un problème là. Du coup, il peut soigner. Et ce qui est aussi intéressant, ce n'est pas le radiologue qui soigne. Oui. Donc le radiologue, lui, fait juste l'image. Donc moi, je me sens un peu comme ça. Donc, moi, je fais l'image. Donc je dois scanner la société et je la présente. Maintenant, tout le monde peut voir que le bras est cassé ici. Peut-être aux spécialistes de réparer. Mais juste pour dire que c'est un rôle que moi, je me suis fixé au Cameroun. Beaucoup de gens disent, oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, pour l'instant, je suis radiologue. Et je reste, pour l'instant, allez voir les médecins, parce qu'il y en a qui sont payés pour ça, il y en a qui vous promettent ça, il y en a qui font campagne pour ça. Voilà. Mais moi, je joue le rôle du radiologue. Donc, quelque part, je trouve que, bon, chacun doit trouver sa fonction sociale. C'est-à-dire que quand on est dans une société, j'ai pas envie de la décrire, ouais, une société qui ne fonctionne pas forcément comme on aimerait, évidemment, tu dis, qu'est-ce que moi je vais faire? Bon, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'était de créer un espace culturel. Un espace que j'appellerais Quartier Mozart, du nom de mon premier film. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un tiers-lieu. En France, les tiers-lieux, c'est des espaces où les gens qui n'aiment pas le monde comme il est se retrouvent. Peu importe, les artistes sont les premiers qui n'aiment pas le monde, c'est comme il est, donc ils se retrouvent quelque part, ils créent leur monde, et puis voilà. Donc, mais il y a aujourd'hui des informaticiens, il y a toutes sortes d'intellectuels qui... Donc, mon but, mon idéal, c'est le tiers-lieu. Cet espace où, si tu n'aimes pas tout ce qui se passe, tu vas trouver d'autres personnes, peut-être, et il y aurait des rencontres improbables, des projets improbables aussi, des croisements, où un informaticien va rencontrer un slammer. Donc ça, c'est mon rêve un peu. Donc cet espace, il est là, il accueille donc toutes sortes de choses, d'événements, d'expos. Nous faisons aussi des adaptations littéraires au cinéma. Nous lisons des livres dans un club littéraire et puis on adapte ces livres-là parce que le niveau du cinéma, puisqu'il faut en parler, est très bas comparé au niveau littéraire. Dans le même pays, vous avez des écrivains vraiment très brillants avec des œuvres incroyables, mais le cinéma est presque le domaine des illettrés, parce qu'ils n'ont plus rien faire. Oui, parce que tu prends la caméra, tu fais n'importe quoi et ça passe. Donc, quelque part, bon, tant mieux pour eux, mais je trouve juste que le cinéma peut mieux faire et au moins peut accompagner ces grandes œuvres qui existent déjà. Alors parlons un peu de votre scanner. Quels sont les mots avec un X dont vous diagnostiquez même pas? Bon, là, il y a beaucoup, parce que comme j'écris presque tous les jours, là, allez sur ma page Facebook, vous allez voir, vous aurez vraiment, je dois publier derrière tous ces livres, tous ces textes-là. Le dernier texte, puisque c'est l'Anthropocène. J'appelle ça l'Anthropocène. C'est un mot que j'invente. L'Anthropocène, c'est toute l'activité humaine qui détruit la Terre. C'est-à-dire que notre consommation d'énergie, tout ce que le rejet de gaz, de carbone, tout ça. Donc, c'est ça qui fait l'Anthropocène. C'est-à-dire que quand on étudie la Terre, notre planète, on constate que la Terre a toujours été sous l'influence de d'autres phénomènes naturels. Mais maintenant, ce que la Terre vit actuellement est unique. C'est l'homme qui commence à être l'acteur principal qui transforme la Terre
en la détruisant, évidemment. Ça, ce n'est plus de cause naturelle. Là, voilà. Et moi, j'ai inventé un terme pour dire l'Afropocène, c'est-à-dire les Africains qui détruisent leur propre pays, leur propre continent. Je trouve que nous avons subi le colonialisme, nous continuons à subir une forme de colonialisme, avec toutes sortes de choses. Mais je pense qu'on a toujours épargné le rôle des Africains. Parce qu'effectivement, ça aurait pu servir d'alibi à ceux qui exploitent et dominent l'Afrique, dire à vous-même. Donc, mais il faut aller au-delà de ça et commencer à dire qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nos élites font, qui fait qu'on s'autodétruit. Donc, j'en parle en relation avec la victoire de Diomaye au Sénégal, où je dis que c'était incroyable quand même, et je le mets dans la même lignée que Ibrahim Traoré au Burkina, que Tiani au Niger, ou que au Mali. Donc je les mets tous ensemble parce que quelque part, peut-être pas de la même manière, tous, pour moi, travaillent ou ont œuvré ou ont posé des actes qui permettent pas de neutraliser, mais d'éliminer ou de donner tort à ces Africains qui ont toujours pensé qu'il fallait accepter, disons, le modèle qui nous a été proposé après les indépendances, qui est celui un peu d'être finalement les derniers de la classe. Ouais. C'est-à-dire qu'une Afrique pauvre ne les a pas dérangés, une Afrique illettrée, une Afrique avec tous les problèmes, peut-être pas les dérange pas, mais c'est devenu une norme en fait. Donc ces jeunes, parce qu'ils sont principalement jeunes, qui décident que non, ça peut être différent, il faut que ce soit différent, quelque part, créer une rupture. La rupture qu'ils créent, c'est surtout, c'est une rupture contre l'ordre établi, qui pour nous est un désordre, puisque cet ordre-là n'est pas à notre avantage. Donc, ils créent une rupture en disant non, ça ne doit pas être comme ça. C'est pas normal que ce soit comme ça. Ce qui était la norme, quelque part, depuis 60 ans. Ils mettent en échec, disons. Donc, qui ils critiquent en fait? Et je dis donc, c'est l'élite africaine responsable de l'Afropocène. C'est-à-dire que l'idée que l'Afrique s'autodétruit et que c'est normal, quelque part, que l'Afrique s'autodétruise. Donc, pour moi, nous n'avons pas été assez durs ou assez radiologues face à nos élites. On a été complaisants. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de résultats, on voit bien, mais ça ne nous a pas gênés. Donc, c'est le diagnostic. Je me dis, ça fait peut-être mal, mais et beaucoup aujourd'hui souhaitent que tous ces jeunes échouent. J'ai essayé d'organiser quelque chose en ce sens en disant, même les intellectuels africains de renom, ils ne soutiennent pas toutes ces transformations-là. Et on comprend que finalement, soit ils attendent qu'ils échouent pour dire et là ils vont écrire tous les livres du monde, au lieu de les accompagner tout simplement, parce que quelque part, ils étudient le post-colonialisme, j'en parle dans mon livre, dans toutes les universités américaines, mais l'Afrique, le destin de l'Afrique n'était pas de rester comme ça. C'est comme quand vous êtes en guerre, la guerre doit finir. On ne peut pas commencer à faire la poésie sur la guerre, à s'installer dans la guerre, mais les intellectuels sont installés dans quelque chose qui devait s'arrêter, qui devait finir. Donc, pour moi, ce diagnostic, pour moi, est nécessaire. Bon, celui-là, il est un peu plus large, mais j'essaie de faire des diagnostics à des échelles aussi beaucoup plus réduites. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la grande idée, le grand projet de l'Afrique. C'est aussi le comportement, tout simplement. J'ai décrit, ça a fait rire beaucoup de gens, les villageois qui nous gouvernent. Bon, j'ai décrit le villageois qui n'achète pas une chemise parce qu'il aime, il achète parce que, par exemple, tu la portes et il voudrait comme toi. Donc, et ça se trouve au sommet de l'État. C'est-à-dire que quand ils vont en mission, ce n'est pas pour aller
comprendre comment en Europe on a fait tel truc. C'est pour faire des courses. Eux aussi, faire des courses et faire des photos à la Tour Eiffel. Ouais. Donc ces petits comportements de villageois que nous sommes tous à 2-3 générations près, bon, quelque part c'est bien de quand même les décrire. Bon, pour moi ça reste très cinématographique aussi quand j'écris, parce que c'est le comportement que je regarde. Hein. Non, on peut tout dire, hein, on peut faire toutes les théories du monde, mais c'est sur le comportement qu'on te juge. Hein. Et nos comportements parlent, peut-être nous trahissent, mais parfois on ne fait pas assez le travail de diagnostic, quoi. En tout cas, très passionnant tout ça. Alors on va passer brièvement à votre carrière en ce moment. Sur quoi travaillez-vous en étant au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous avez mentionné plus tôt ce documentaire. Rappelez-moi, j'ai entendu Wakanda et un auteur, c'est ça? Donc Fumban is Wakanda, c'est un projet en cours. Je dis bien en cours parce que nous l'avons commencé il y a 2 ans et c'est un collectif donc j'ai mis ensemble. Bon, pour l'instant, on n'est pas très actif, mais nous voulons à un moment donné trouver du financement évidemment pour vraiment pousser les Africains à imaginer une Afrique sans le blanc. En gros, c'est vraiment pour être simple. Hein? C'est-à-dire que l'Afrique du futur. Hein? Donc, bon voilà, ce sera ça. Donc il faudra qu'on fasse un appel où on demande aux gens, quand on a fait Fumban is Wakanda, comment je dis, on peut prendre n'importe quelle région d'Afrique et dire is Wakanda. Hein? On peut dire, comme je disais, Dogon is Wakanda. Donc toutes les civilisations Zimbabwe is Wakanda. Donc toutes les grandes civilisations africaines, on imagine comment elles auraient été si on n'avait pas rencontré le blanc. Donc, c'est un projet que j'aimerais faire avec beaucoup de jeunes, des gens partout, qui, eux, proposeraient, pas que des films, ça peut être des designs, ça peut être des chaises, des vêtements, la bouffe, enfin, on peut réinventer l'Afrique. Donc, justement, pour moi, un tel projet nous permettrait de réinventer l'Afrique. Pensez que c'est possible de réinventer l'Afrique à présent sans justement tenir compte de cette implication néocolonialiste? Moi, j'attends de voir ce que l'esprit des Africains va produire. Je pense juste qu'il ne faut pas que la présence occidentale nous perturbe, en fait. C'est tout. Donc maintenant, oui, pourquoi pas, mais je dis juste que parfois, c'est un élément, à mon avis, qui distrait. Peut-être qu'on avait une chose qui était bien meilleure que les Occidentaux, mais la présence des Occidentaux qui font beaucoup de bruit finit par nous faire oublier que nous avions quelque chose. Je raconte toujours l'histoire du Covid. Donc pendant le Covid, au Cameroun, j'étais au Cameroun, il a fallu qu'on voit que les Blancs sont en train de mourir pour aller chercher au village, est-ce qu'on n'a pas une solution? Et on l'a trouvé. Mais si les Blancs ne mouraient pas, personne n'allait chercher. Ah, c'est en train de dépasser les Américains. Oh, ça veut dire que vraiment c'est grave. Donc, il y a eu ce repli parce que l'Occident n'avait pas de solution. Et je trouve, c'est pareil donc avec beaucoup d'autres choses. La culture occidentale a dominé pas parce qu'elle était la meilleure, parce qu'elle était la plus brutale, quelque part au fond. Donc il y a beaucoup de trésors pour l'humanité qui vont disparaître parce que tout simplement on a tourné le dos, parce qu'on est fasciné, parce que le sociologue gabonais Joseph Tonda appelle l'éblouissement. Le blanc nous a éblouis. D'abord, il était blanc. Donc, il arrive, vous allez voir, les colons étaient toujours propres. Je ne sais pas comment ils avaient leurs habits, je ne sais pas, mais ils étaient super propres. Et tout ce qu'ils ont donné à nos chefs pour mieux prendre nos pays, c'était des choses qui brillaient, les verres, des choses qui se cassaient, mais de la pacotille. Et Joseph Tonda, dans sa théorie postcoloniale sur l'éblouissement, il fait le cycle de l'éblouissement. Parce qu'une fois que nos chefs ont vu qu'ils pouvaient éblouir un peuple, ils ont pris des éléments chez le blanc, ils ont commencé à s'habiller, tout. Après, c'est arrivé chez les présidents, les Mobutu, tout ça. C'est l'éblouissement. Puis, il parle même de la guerre au Congo avec les rebelles qui ont des sacs, des montres Gucci, des t-shirts, qui ont des 4x4. Et il finit avec les prostituées qui vont en boîte pour éblouir le blanc encore, qui nous avait ébloui en premier. Donc, avec les mèches brésiliennes, avec... Bon, donc, il fait le cycle de l'éblouissement dans toute notre vie de post-colonisé, en fait. Ce que je trouve très bien. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que c'est un travail que vous faites sur vous-même, de changer
ce comportement, cette manière de penser, d'agir? C'est difficile, mais les gens nous regardent. C'est toujours ça, surtout quand on commence à avoir un certain âge et qu'il y a beaucoup de jeunes et que j'ai un centre culturel, justement, les gens nous regardent. Hein. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que ça impose une discipline. Maintenant, on n'est pas parfait, mais il faut savoir que les jeunes nous regardent et peut-être ils apprennent plus en vous regardant qu'avec tout ce que vous allez raconter. Beaucoup de gens, par exemple, quand j'ai décidé d'être au Cameroun, d'abord ils ne comprennent pas, ils trouvent qu'il y a quelque chose de louche, peut-être qu'il fait un truc bizarre, qu'est-ce qu'il fait là, Et moi je dis je vais être là tous les soirs par exemple, juste comme une discipline, que je vais être là, je suis disponible. Ouais. Que les gens ne disent pas que voilà, les gens qui ont fui le pays, maintenant ils viennent nous critiquer. Donc quelque part tu dis Et puis l'idée d'être aussi disponible chez nous, c'est pas toujours bien vu. On dit, oh non, les gens vont te manquer de respect, vraiment. Toi, tu te mélanges avec tout le monde et tout et tout. Bon, je dis, je m'en fous, quand on manque de respect, ça va pas me déranger. Donc, mais c'est vrai qu'on m'a vraiment manqué de respect tout le temps. Et les jeunes, parfois, ils veulent te taper dessus. Mais moi, je leur dis la vérité. Je leur dis, je suis désolé, je n'ai pas gâté ce pays, je ne me sens pas coupable. Je fais un centre culturel, pas pour de l'argent, on a 20 places à peine, on fait des cocktails avec l'alcool local d'ailleurs, qui est très prisé. On fait ça à 500, donc c'est pas un problème d'argent. Hein, et l'espace, vous pouvez venir jouer là-dessus. Mais si vous voulez que moi je vous paye pour faire des spectacles, je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas un capitaliste, je ne suis pas en train de vouloir tirer de l'argent. Bon, et je dis, vous savez qui vous a promis des choses? C'est le président. Allez lui demander. Mais si moi j'écris, vous n'allez même pas mettre un like dans ce que j'écris parce que vous avez peur. Donc je dis quelque part, je ne vous demande pas de faire ce que je fais, mais je ne peux pas non plus vous cacher que vous vous trompez totalement. C'est-à-dire que quand on vous offre une tribune, une scène, au lieu de la saisir, vous attendez quelqu'un qui va venir vous donner de l'argent, qui va... Je dis, les vieux, là, ils ont tout pris. Même vos copines, ils prennent. Donc, vous n'avez rien. Hein? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, qui va vous donner quoi que ce soit. Bon, c'est un discours violent, mais je leur dis ça. Hein? Et ils savent que j'ai raison. Beaucoup fuient, ils ne reviennent pas c'est parce qu'ils veulent entendre. Ouais, mais je ne peux pas ne pas leur dire. Alors, votre expérience en dehors du pays, et puis vous avez ce retour au pays, vous vous êtes jamais senti perdu, même au niveau de votre culture? Il n'y a pas eu des moments où vous êtes senti moins camerounais ou vous avez peut-être eu besoin de vous rattacher plus à votre culture? Jamais? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une dose. Hein. Est-ce que je suis camerounais à 20% aujourd'hui, demain à 30%, demain à 100%? Bon, mais on est toujours camerounais même à 1%. Hein. C'est-à-dire que même ceux qui sont à la diaspora, même ceux qui ne sont même pas nés là-bas, et qui ont des parents camerounais, moi j'ai vu des enfants qui disent « Oh, les parents nous saoulent avec ce pays, le Cameroun, on n'a jamais été là-bas, mais vraiment, du matin au soir, on entend parler de ce pays. » Ils sont camerounais. Quand le Cameroun joue, ils ont les maillots du Cameroun, alors qu'ils n'ont jamais été. Donc, j'ai envie de dire, chacun arrive à être africain en général à sa manière. Il y a une dose qui pourrait, qu'il peut, parce qu'on ne peut pas toujours avoir la dose à 100%, puisqu'on est dans un monde justement un peu où on vit la transversalité comme ça, on passe d'un monde à l'autre. Et moi je pense que ce sont ces choses-là qu'on doit un peu inventer et assumer. C'est-à-dire que ne pas, malheureusement au Cameroun, il y a une espèce de stigmatisation de la diaspora. Bon, le mot diaspora, je ne l'aime pas en plus parce que tout le monde a un parent, un frère, une soeur, une père, une mère qui était allé en Europe ou en Amérique. Mais on les appelle maintenant diaspora, ce qui n'est pas le cas. La vraie diaspora, c'est les Nord-Américains, c'est ceux qui sont partis vraiment pour des siècles. Et il y a un racisme anti-diaspora. Bon, au fond, c'est la jalousie. Ah, au moins lui, il peut vivre à un endroit où c'est mieux. J'ai dit oui, mais... faites tout que ce soit bien aussi ici chez vous. Donc pourquoi jalouser celui qui lui... Non. Et quand il critique, parfois parce qu'il rêve que ce soit aussi... Mais non, c'est mal vu parce que ça c'est un autre problème. On a beaucoup des problèmes d'ego. Le terme que j'aime au Cameroun en ce moment, c'est « Ah oui, il ne faut pas me manquer de respect ». Donc on a un ego très fragile. C'est-à-dire que dès que... Bon, et ça se comprend.
C'est-à-dire que nous sommes des gens humiliés chaque jour, hein, même si ce n'est pas une humiliation directe. Rien que quand tu sors de chez toi, la boue qui t'accueille pour sortir de chez toi, voilà, ça te remet. Tu deviens humble, hein, parce que tu as beau t'habiller en, je sais pas, Dolce & Gabbana, mais là, il faut attaquer la boue pour aller en route. Donc, tu gères la fierté, la dignité sans arrêt. Je ne parle pas des humiliations dans les ministères ou, tu vois, la pénibilité de la vie, quoi, tous les jours et tout. Donc, c'est des humiliations, en fait. Donc maintenant, si quelqu'un maintenant qui vit en Europe vient encore te dire une vérité, bah, tu te sens doublement humilié. C'est ce que je peux comprendre. Mais je dis toujours que quand quelqu'un te dit que tu es sale, avant de l'attaquer, va d'abord regarder si effectivement il n'y a pas une tâche quelque part qui fait que... Et l'ego, je trouve, est un gros blocage, hein, en fait, en ce moment. Il y a un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui est décédé il n'y a pas longtemps, pour moi un des plus importants en Afrique et au Cameroun, Fabien Ebousi-Boulaga. Il a écrit un livre qui est un peu fondateur, hein, qui s'appelle La crise du Muntu. Bon, les Muntu, c'est les Bantous, hein, ceux qui parlent de tout. Donc nous tous là. Donc il dit le Muntu aura 3 problèmes. Il aura le problème de ce qu'on attend de lui en tant qu'Africain. Est-ce que tu es assez africain? Est-ce que non, tu ne connais pas? Si tu ne parles pas ta langue, tu n'arrives pas. Bon. Et il a le problème de ce que on attend de lui comme un civilisé. Parce que bon, maintenant, il ne faut plus notre villageois devant le monde des Blancs. Il faut quand même savoir manger à table. Donc il y a ce qu'on attend de lui. Et puis, la troisième chose, c'est ce qu'il attend de lui-même. Et dès 1974 qu'il a écrit ce livre, il voyait déjà que c'est les problèmes que nous allons avoir. Et que nous serons en crise, en fait, avec ces 3 problèmes. Parce que, je suis sûr que ça s'applique à vous, on va vous dire, ah oui, vous n'êtes pas assez africain, ou bien un Africain fait ça, ou un Congolais doit faire ça. Et puis maintenant, il y a aussi le côté où, ah non, 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 quand même, tu dois montrer un degré de civilisation, que oui, je suis quand même éduqué, j'ai quand même côtoyé des grands milieux, bon. Et puis, l'autre chose, c'est que toi-même, tu veux quoi, en fait? Donc ça, c'est une crise que je crois que tous les Africains ont. Oui, mais c'était ça aussi ma question, hein, ce retour où on se place. Oui. En tout cas, merci et puis bon courage pour la suite de cette tournée, hein, aux États-Unis. Oui, là, c'est... Parce qu'après, je vais à Syracuse, après, je vais sur la côte ouest. Il y a UCLA, il y a Berkeley, il y a aussi Seattle. Très grande université. Voilà. En gros, bon, je crois que ce qui est important, et ça il faut le dire, c'est que le travail que nous faisons, évidemment, vise à changer quelque chose de fondamental, de profond. C'est pas que du divertissement. Nous devons travailler pour que, d'abord, ceux qui pensent l'Afrique la pensent peut-être un peu différemment, ou de compléter ce qu'ils pensent, qui est déjà bien, et que surtout, dans les discours, que les gens ne se permettent pas de dire n'importe quoi, puisque nous sommes là aussi, quelque part, pour contrer ce discours. Et le cinéma qu'on prend juste comme divertissement à beaucoup d'endroits, dans la plupart des universités, est étudié comme texte littéraire, au même niveau que la littérature. Et qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'il est important que quand on fait des films, qu'on s'en rende compte, qu'on soit conscient qu'on peut influencer, évidemment, le regard sur l'Afrique et comment on pense l'Afrique, bien sûr en Occident, mais surtout en Afrique. Quoi. On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.